présidentielle en Côte d'Ivoire, prévue pour 2025, il faut le souligner, hein, chers téléspectateurs. Le jeu d'alliance politique ne cesse, voilà, de se peaufiner au sein de l'opposition. Monsieur Isaac Kofi, quelle est votre grille de lecture par rapport à cette, on va le dire, à ce jeu d'alliance politique observé de façon accrue en Côte d'Ivoire? Oui, bon, on a vu que le PDCI-RDA, dont je suis membre du bureau politique, et puis le PPACI, un parti en création, bon, qui vient d'être créé, pas en création, qui vient d'être créé, qui n'a pas encore un an, mais c'est le parti du président Laurent Gbagbo qui a quand même un certain aura en Côte d'Ivoire et à l'extérieur. On fait une alliance, ce que je peux qualifier d'une alliance patriotique pour essayer de ramener la paix en Côte d'Ivoire. Car il faut le dire, la Côte d'Ivoire n'est pas en paix. Il y a des centaines, nous comptons 104 prisonniers politiques et militaires, de même que des civils. Il y a eu des prisonniers de 2010, il y a eu encore d'autres prisonniers au cours de la dernière crise de 2020, l'élection présidentielle qui s'est encore soldée par la violence. Donc, cette alliance peut-elle envoyer et peut-elle arriver au pouvoir, puisque la paix, c'est l'objectif, mais pour y arriver, il faut déjà avoir le pouvoir. Je pense que les conditions sont réunies, mais il y a deux aspects. L'aspect social et l'aspect, on peut dire, purement politique. Au plan social, le gouvernement de M. Ouattara, je l'ai dit tout à l'heure dans le premier élément, est très, très impopulaire. M. Ouattara n'a pas de soutien populaire. On le voit, il est aujourd'hui face à sa plus grande crise depuis qu'il est président en 2011 face au Mali, mais les Ivoiriens ne sortent pas pour le soutenir. Et même le journal proche de son parti, le Patriote, a couvert de sa une. M. Ouattara est l'homme le plus populaire en Côte d'Ivoire. Il y a des sondages qui l'attestent. Non, c'est pour, en effet, cacher, on va dire, la main, et cacher le soleil avec sa main. Ce n'est pas une réalité. Ce gouvernement, depuis 2020, devait être tombé. M. Macron et la France l'ont soutenu. Ils ont utilisé la violence en passant par des jeunes appelés microbes pour se maintenir au pouvoir, puisque les Ivoiriens, ce ne sont pas des personnes qui vont prendre des machettes, aller dans la rue pour s'affronter. Ce n'est pas un peuple qui est violent. Donc, au plan social, M. Ouattara est impopulaire. S'il y a une élection, cette alliance de M. Gbagbo et du président Bédié remporte l'élection haut les mains. Mais, et c'est là que le bas blesse, y aura-t-il une élection apaisée, une élection transparente, ouverte à tous? Je crois que non. Les conditions ne sont pas encore réunies. Il y a un dialogue politique qui est en cours. Quels sont les points de friction? Il y a par exemple la liste électorale. Monsieur Diawara, qui était avec nous tout à l'heure, l'a dit, il y a plus de 3 millions de Maliens. Nous, on dit qu'il y a plus de 7 millions, d'accord? Juste au niveau, par exemple, des Maliens qui y sont depuis des années, et ceux qui arrivent avec, par exemple, le problème du djihadisme, et les Burkinabés aussi avaient déjà 5 millions. Mais récemment, il y a un très grand nombre de réfugiés du Burkina qui est venu encore en Côte d'Ivoire. Ouaké, la deuxième ville du pays, qui avait autour de je crois, 600 000 habitants, est passé subitement à 2 millions d'habitants. Et toutes les villes de l'intérieur du pays, même Abidjan est aujourd'hui massifié, plus de 7 millions d'habitants dans uniquement le district même d'Abidjan, la ville, les 10 communes de la ville. Donc, la situation que nous vivons, il y a une liste électorale qui ne reflète pas la réalité, n'est pas conforme, en tout cas à la réalité en Côte d'Ivoire. Il y a eu un dernier recensement où on nous parle de 30 millions d'habitants et 5 millions d'étrangers. Mais lorsqu'il dit 5 millions d'étrangers et on a le conflit, c'est les mêmes qui sortent pour dire non, on a 3 millions de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc on va pousser sur ce levier. Si vous avez 3 millions et vous dites que vous avez 5 millions d'étrangers, alors il reste combien? Il reste 2 millions. Les Burkinabés ne sont pas 2 millions en Côte d'Ivoire, les Libanais et les autres. Donc, si la liste électorale n'est pas assainie, l'élection, on n'ira nulle part. Elle va toujours se solder par la violence, comme ça a toujours été constaté en Côte d'Ivoire. Et M. Ouattara sait que sur cette partie, il gagnera toujours, parce que les Ivoiriens, c'est pas un peuple qui est prêt
à la révolution. Il n'y aura pas de révolution en Côte d'Ivoire en l'état actuel. Peut-être que M. Goubera pourra donner plus d'éléments. Les Ivoiriens, depuis combien de décennies, M. Ouattara les martyrise, mais ils ne sont jamais sortis, comme au Burkina, comme au Mali, pour dire nous allons faire une révolution populaire pour chasser ce monsieur. D'ailleurs, la société civile en Côte d'Ivoire, elle est très faible. Donc, sur cet élément, au plan politique, la liste électorale, de même que le Conseil constitutionnel, tous les membres aujourd'hui, ou la majorité des membres, leur contrat est caduc, le président même est malade, son contrat est caduc, mais M. Ouattara le maintient. Nous avons le découpage électoral. Il y a par exemple la circonscription d'où M. Ouattara dit être originaire, la circonscription de Congo, qui a par exemple 2 députés à l'Assemblée nationale, et la ville de Boaké, dont je vous parlais tout à l'heure, avec 2 millions d'habitants, n'a que 2 députés. Comme ce n'est pas plus de 20 000 habitants, ils ont 2 députés. Par contre, la ville, par exemple, de Boaké, comme j'ai, a 2 députés. Ils ont le même nombre de députés. M. Ouattara a fait des partages au niveau des circonscriptions au nord qui font qu'il est toujours majoritaire dans les élections locales d'abord. Par exemple, les mairies qui vont venir en 2023, il est sûr de l'emporter avec la fraude et ce découpage qui lui est favorable. Et ce sont les maires et les conseillers régionaux qui votent les sénateurs, et M. Ouattara nomme les 33% qui restent. Donc, il contrôle le Sénat, donc il contrôle la Chambre basse. Il n'y a pas de réforme possible au niveau du Parlement, et c'est avec ce même système qui gagne au niveau des législatives. Et c'est par exemple dans les mairies, on falsifie les papiers pour donner à des personnes qui n'en ont pas droit et légalement, mais qui ont ces papiers pour pouvoir grossir le bétail électoral. Donc, ce sont là les vrais problèmes, les vrais défis de l'opposition. Si l'opposition peut régler ces problèmes, en tout cas, M. Ouattara ne fera pas de poids. S'il y a une élection, comme en 2010, qui est supervisée peut-être par des organismes indépendants, M. Ouattara ne passera même pas 10% de l'électorat. Vous pouvez voir en 2020, France 24 et même RFI, des gens qui font de la propagande habituellement pour M. Ouattara, ils ont été dans des bureaux de vote, ils ont dit, mais le taux de participation n'a pas dépassé 10%. Et M. Ouattara a dit qu'il a eu un taux de 80% et qu'il a gagné à 94%, ce qui est bien sûr un mensonge. Donc, le vrai problème concernant l'opposition, c'est cela. Sinon, il y a des hommes, il y a aussi le soutien populaire, mais il manque bien sûr les réformes nécessaires pour que l'élection soit transparente, le plus transparent possible et ouvert à toutes les personnes qui désirent y participer. Merci, M. Kofi. M. Tapé Goubera, alliance politique au sein de l'opposition, perte de temps ou alors le début de la mise en place d'un stratagème bien précis pour faire bouger les lignes? Activez votre micro, M. Tapé Goubera. Oui, donc je disais, madame, je pense que la situation, j'ai l'impression, ça c'est une impression personnelle, qu'il y a une forme de naïveté au niveau de l'opposition. Je le dis tout simplement. M. Ouattara n'a jamais arrivé au pouvoir, n'a conquis le pouvoir que par la violence. C'est pas moi qui le dis. M. Nicolas, dans son livre, à la page 102, le dit. Hein, il dit, on a dégagé Laurent Gbagbo, on a installé Ouattara. Donc ça, c'est en 2011. En 2015, il y avait donc l'arrêt du 6 octobre 2000 qui faisait que en 2000, M. Alassane Dramane Ouattara ne peut pas être candidat, ou l'arrêt, ce qu'on appelait l'arrêt Tiakone, qui est inscrit au journal officiel sur le numéro 40 du jeudi 12 octobre 2000. Cet arrêt n'a pas été abrogé. Ouattara s'est présenté comme un candidat dérivé. On sait en 2020, il s'est présenté encore comme un candidat par nécessité, qui est contraire à un des éléments de la Constitution, notamment l'article 50, qui dit qu'aucune section, aucun individu ne peut prendre, s'approprier, comment je vais dire, la souveraineté de l'État. La souveraineté appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Donc nous avons un tel monsieur qui véritablement fait fi des lois. Et nous avons vu en 2020, il n'y a pas longtemps, comment il s'est comporté. Et on ne va pas loin. Prenons le cas de le 6 août dernier.
Avant ça, le 14 juillet, le président Henri Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo se sont déplacés sur son invitation. C'est ce que nous avons appris. On a vu une forme d'amitié et autres, tout ça, etc. Les rires, etc. Au sorti, on a vu une petite déclaration pour dire que ça allait se poursuivre. Nous attendions le 6 août des décisions fortes. Je rappelle à toute fin utile que la notion de grâce, nous l'avons démontré sur votre chaîne, on peut même le démontrer. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas être gracié parce qu'il n'a jamais été condamné. Ça, il faut que les gens le retiennent. Au niveau du droit. Nous avons donc, au niveau du droit, le président Laurent Gbagbo ne pouvait pas être condamné. Donc, on a fait la démonstration. Donc, ce n'est pas donc une grassesse, j'ai pas une petite, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui devait servir. Nous avons des gens, tout à l'heure, mon frère Isaac Kofi a dit qu'il y a plus de 102 prisonniers politiques. Toutes ces personnes-là, on devait prendre des mesures parce qu'on voulait véritablement aller à la paix. Vous voyez, tel n'a pas été le cas. On a vu M. Ouattara faire un satisfait en présentant même la Côte d'Ivoire comme étant ce pays où tout le monde travaille, alors que, au vu des statistiques, la Côte d'Ivoire, dans un article que j'ai fait, je l'ai démontré, nous avons à peine près de 285 personnes 1000 personnes qui travaillent. Donc, ça représente à peine 3 personnes au niveau des nombres actifs et une personne sur 100 au niveau de la population ivoirienne, puisque nous comptons plus de 27 millions. Donc, nous avons donc en face quelqu'un qui veut rester au pouvoir, qui veut mourir au pouvoir, ou bien qui veut se faire succéder par son petit frère, qui n'utilise pas les moyens légaux. Sinon, Ouattara ne serait même pas là, puisque d'abord en 2010, il ne pouvait pas être candidat, puisque la mesure qui a été prise, c'est pour les élections de 2005. Il a été candidat, il a tout fait, il a utilisé la France, et la France est venue, elle a balayé, comme Nicolas Sarkozy l'a dit dans le livre que je vous ai montré, il s'est installé. En 2015, la même chose, vous voyez, c'est un monsieur qui adore tricher. Un tel monsieur, est-ce qu'il faut encore dire que les stratégies, je vais dire, légales pourront avoir effet sur lui? Non, M. Ouattara adore ça, parce que c'est lui qui va choisir celui qu'il veut comme candidat. En 2020, on a vu, sur 44 candidats, il a retenu 4, selon sa volonté. Les autres les a éliminés. Donc, la même chose va se faire. Moi, je pense, c'est vrai que les partis politiques sont libres aujourd'hui de vouloir faire cette alliance, etc. C'est peut-être, par principe, c'est une bonne chose, mais je ne pense pas que M. Ouattara puisse quitter le pouvoir s'il n'y a pas une volonté populaire, comme ça s'est passé au Burkina Faso. Il faut que les Ivoiriens eux-mêmes décident. Sinon, dire que si nous allons à des élections, quelle que soit l'issue, M. Ouattara sera vainqueur. M. Isaac Kofi vient de faire la démonstration avec différents éléments. M. Ouattara, il adore tricher. Il adore tricher. Donc, comment voulez-vous qu'un tel monsieur puisse être se laisser avoir? Surtout que il a un passif. Il a pas mal de casseroles. Il n'y a pas longtemps, sa femme a été citée dans un truc de bien mal acquis. Vous voyez, lui-même, il y a des soupçons, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc, M. Ouattara ne veut pas quitter le pouvoir. Sans compter le fait que la France aujourd'hui, qui est mal partie, puisque les Africains décident d'avoir leur souveraineté, mais la France, je dis bien la France, l'élite française, c'est-à-dire ceux qui gouvernent et qui veulent toujours s'approprier les ressources de l'Afrique, aujourd'hui, sur qui la France compte pour pouvoir continuer de déstabiliser le Mali ou d'autres pays? C'est sur la Côte d'Ivoire, puisqu'il y a une force d'intervention militaire, le 43 Bima, qui est située à près entre 300 et 400 mètres de l'aéroport. Dès que vous descendez, les premiers militaires que vous rencontrez, je vais dire, comme ça, c'est la base militaire française. Vous voyez, donc, aujourd'hui, pour la France, ne pas perdre la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose de fort. Or, on sait que le président Laurent Gbagbo, la France, c'est la France qui l'a enlevé. Je ne pense pas que son alliance avec le président Bédié puisse changer quelque chose, puisque même ça, ils ne l'accepteront pas. Donc, ce qui veut dire que cette alliance, c'est bien, par principe, c'est une bonne chose, etc. Mais je pense plutôt que ce sont les Ivoiriens qui souffrent, et qui
on a vu le sujet précédent, qu'on veut entraîner dans une guerre qui n'est pas la leur. Les Ivoiriens qui véritablement broient le noir, on commence à encercler Abidjan avec les péages. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Puisque vous prenez le Grand Bassam, compte tenu du fait que il n'y a qu'à Abidjan où se trouvent, comment on appelle, les institutions administratives et autres, tout ça. La plupart des gens, pour pouvoir travailler, avoir un travail, je vais dire, un peu décent, voilà, c'est là-bas que les gens viennent. Donc, quelqu'un qui a Grand Bassam, il doit payer par jour 2000 francs. Donc, à la fin du mois, il paye déjà le SMIC. Vous voyez, donc, ça veut dire que véritablement, c'est une situation qui est difficile. On apprend qu'il y a d'autres péages qui vont être installés. Donc, finalement, on va barricader Abidjan avec des péages. Pour entrer à Abidjan, vous devez payer. Vous allez dire bonjour à votre frère. Si vous n'êtes pas résident à Abidjan, vous payez 2000 francs seulement déjà pour lui dire bonjour, sans compter ce que vous allez manger. Donc, il y a la paupérisation, il y a cette situation. Donc, ce qui fait que véritablement, les Ivoiriens, quand on regarde cette situation politique qui, dans ma foi, on a l'impression que les dirigeants africains, les dirigeants ivoiriens, c'est vrai, ils sont des hommes de paix. Et là, des fois, on s'étonne sur beaucoup de choses. On prend même le cas du camp de Griffe pour Gbagbo, comme on nous avait taxé à l'époque. Ce camp pour Gbagbo, c'est nous qui avons été des victimes, puisque le président Gbagbo et le ministre Ablé Goudou ont été envoyés à La Haye. Il y a eu un camp qui a été jugé, mais le deuxième camp n'a jamais été jugé jusqu'à ce jour. Et c'est quand même ce camp-là qui continue de parler de réconciliation. Et c'est pour ça que moi, je suis d'accord qu'il y ait la réconciliation, mais il y a un préalable. Et le préalable, c'est d'abord la vérité, la justice et ensuite la réconciliation. C'est vraiment cette étape-là. Donc, pour dire que finalement, cette alliance, c'est vrai, elle se fait politiquement, c'est une bonne chose, etc. Mais je ne pense pas qu'elle puisse ébranler M. Ouattara parce que déjà, lui, il est dans une logique, il n'a même pas le droit d'être candidat, il ne peut pas être candidat en 2020, il ne peut même pas être candidat en 2025, mais il va le faire. Et lui, il n'attend que la scène de l'opposition pour se positionner, et puis certainement, il doit choisir un ou deux qu'il pense pouvoir faire. Il peut même, déjà, il a commencé avec cette histoire de grâce qu'il aurait pris, que je dis, juridiquement, qui ne tient pas du tout. Je pourrais peut-être faire encore la démonstration pour ceux qui le veulent. Mais en prenant ça, c'est une manière de distraire. Déjà, ça veut dire de facto, le président Gbagbo est éliminé. Si on veut s'en tenir à sa logique. Vous voyez, déjà, le 6 août, il a commencé à faire la politique, alors que c'était un lieu de rassemblement. Donc, en éliminant déjà le président Laurent Gbagbo, Merci, Monsieur Tapé Grobera, pour cette intervention. Monsieur André Christelle Fanga, pour certains membres de la société civile, le président ivoirien n'a pas été à la hauteur des attentes depuis plusieurs années, soulignant les conditions exécrables de vie de population ivoirienne. Je reprends les termes de certains membres de la société civile. Est-ce une exagération de leur part ou alors, selon vous, pour partager cet avis? Madame Céleste Capel, donnez-moi un seul résultat positif de M. Alassane Dramane Ouattara. Un seul résultat positif de M. Alassane Dramane Ouattara, si vous en connaissez. Il a conseillé 125 pays, comme il le dit lui-même, dans le monde, en tant que directeur adjoint de FMI. Tous les pays là sont dans la pauvreté. Grand conseiller économique, n'est-ce pas? Le FMI a développé quel pays parmi ces 125 en tant que directeur général adjoint du FMI? Zéro. Citez-moi ces faits d'armes en tant que premier ministre de Côte d'Ivoire sur Houphouët-Boigny. Zéro. Citez-moi en tant qu'opposant même en Côte d'Ivoire. Vous savez, quelqu'un qui est faux, même faux dans son identité. Vous savez que les mêmes gens, Henri Konan Bédié qui le côtoie aujourd'hui, c'est Konan Bédié qui avait sorti la loi sur l'ivoiriété. Et qui avait, M. Ouattara était poursuivi pour fausse identité, interdit d'atterrir en Côte d'Ivoire. Donc quand quelqu'un est même d'abord faux avec sa propre identité, et le président Laurent Koudou Gbagbo, dans une interview, avait dit que Ouattara est un menteur. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le président. L'interview encore là, que M. Ouattara est un menteur. Alors, si le président Ouattara est un menteur, vous pouvez... Le reste, vous pouvez définir. Parce que le mensonge va avec tout le reste. On peut voir cette rébellion. On peut voir ces assassinats en porte-pièce. On peut voir cette roubladise. On peut voir tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, parler
de Ouattara ou bien d'un bilan ou bien de quelque chose, mais non. C'est quelqu'un de négatif. C'est un négatif. C'est le plus grand malheur qui est arrivé à notre continent. Sous nos yeux. Monsieur Alassane Ouattara est le plus grand malheur qui est arrivé à notre continent sous nos yeux. Avec des bébés errantes comme Kimbafori Soro Guillaume. Voilà la plus grosse bêtise qui nous est arrivée. D'avoir accepté. Et je crois que le président Laurent Koudou-Gbagbo a regretté pourquoi Tambo Belki lui avait donné le conseil d'accepter que M. Alassane Dramane Ouattara soit candidat. Tambo Belki, même dans ses mémoires, lui-même a dit il regrette pourquoi il a mis la pression sur le président Laurent Koudou-Gbagbo d'accepter la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara. Les Ivoiriens eux-mêmes, d'ailleurs les peuples maliens aujourd'hui là, ces maliens là aujourd'hui, ils regrettent d'avoir soutenu M. Alassane Dramane Ouattara. Parce que parmi les dozos, parmi les Komso, parmi les soldats de la rébellion, il y avait des maliens. M. Alassane Dramane Ouattara avait dit à son époux, on refuse que je sois candidat à l'élection présidentielle parce que je suis du Nord. Parce que je suis musulman. Il faut que toute la communauté musulmane se réunissent. Ils se sont réunis, que ce soit les forces mystiques, les marabouts et tout ça, se sont réunis pour soutenir Alassane Dramane Ouattara dans sa rébellion. Jusqu'à ce qu'il obtienne le pouvoir. Mais le premier peuple martyrisé, le premier peuple qui souffre sur la gouvernance de M. Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas les peuples du Nord. Ahmed Bakayoko est où? Ngon Koulibaly est où? Ils sont où? Quand la situation est arrivée, la situation du Mali est arrivée, qui était le premier à vouloir censurer ce peuple digne du Mali? Ce n'était pas M. Alassane Dramane Ouattara. Le Mali est à 70% musulman. Ce ne sont plus ses frères musulmans. Que M. Ouattara a demandé d'affamer, de fermer les frontières, de permettre qu'on ne collabore plus avec le Mali. Quand nous parlons, la Côte d'Ivoire a eu le malheur. L'Afrique a eu le malheur d'avoir un fils comme celui-là. Donc quand nous faisons le bilan de ce monsieur, il est extrêmement négatif. Quand même, vous avez premier mandat, je crois que c'est Tapé Goubera qui l'a expliqué tout à l'heure, candidat au forceps. Deuxième, c'était aussi comme ça. Troisième, au forceps. Et tout ça accompagné de cadavres. Tout ça accompagné du sang. Vous vous attendez à quoi? À quel résultat? À quelqu'un qui patauge dans le sang. Qui patauge dans le sang. Vous attendez à quel résultat? Parce qu'aujourd'hui, on essaie de nous dire que non, réconciliation. Est-ce qu'il peut y avoir réconciliation sans la vérité? Est-ce qu'il peut y avoir réconciliation sans la justice? Est-ce qu'il peut y avoir tous ces différents éléments-là pour que les Ivoiriens se retrouvent sans qu'un brin de vérité ne soit posé sur la table? On a fait un procès de 10 ans. Finalement, la CPI dit le président Laurent Koudou-Gbagbo est innocent, Blé Goudé est innocent. Alors, c'est deux camps qui s'affrontaient, non? Si un camp est innocent, ça veut dire que le deuxième est comment? Coupable. Pourquoi la justice ne se saisit pas de ce dossier? Pourquoi la CPI ne fait pas les enquêtes? Ils ont promis qu'ils vont faire les enquêtes dans l'autre camp. Jusqu'à maintenant, on ne voit rien. Nous savons que Ouattara est l'une des plus, dans la plus pire des calamités qui nous est arrivée à ce 21e siècle. Avec son bataillon, des hommes et des femmes qui l'ont accompagné dans cette sottise, dans cette bêtise humaine-là, pour la quête du pouvoir absolu. Marcher sur les hommes, sur les cadavres pour obtenir le pouvoir. Et je sais que M. Ouattara sera encore candidat en 2025 parce qu'il a déjà tout muselé. Parce que tout ce que vous avez vu au 62e anniversaire de l'indépendance de Côte d'Ivoire, toutes ces mesures qui ont été prises, c'est la campagne. Il est en campagne. Augmentation de salaire, augmentation de ceci, augmentation de cela, c'est la campagne. Oui, monsieur. Et quand on dit, c'est Tapé Goubera qui le rappelait encore par rapport à la condamnation du président Laurent Koudou-Gbagbo, ou bien, soi-disant, la grâce présidentielle. Mais non, soyons sérieux. Quelqu'un qui n'a pas été condamné, vous le graciez comment? Ce n'est pas possible. Nous savons tous que le soi-disant braquage de la BCAO,
Mais c'est le commandant Ibé et M. Kimbafori Sorogium. On a la vidéo où ils se partageaient l'argent, cet argent dans les chambres, dans une chambre. Après la casse. On a la vidéo où ils se vantaient avec cet argent. Donc aujourd'hui, quand nous parlons, vous me posez la question de savoir le bilan de M. Alassane Dramane Ouattara, est-ce qu'il n'a pas fait... Mais monsieur est extrêmement négatif. Et je pense qu'il faut que les Ivoiriens, qui ne pensent pas que c'est une élection qui va régler le problème. Et d'ailleurs, ça me fait sourire, quand des soi-disant, excusez-moi, hein, moi je ne fais pas dans la langue de bois, que les Gbagbo et les Bédié là arrêtent leurs conneries qu'ils font là. Oh, alliance PDCI, PPACI. La même alliance n'a pas eu lieu il y a de cela quelques années. Ils n'ont pas fait la... Il n'y avait pas alliance Bédié, Ouattara. Il n'y a pas eu alliance Gbagbo, Ouattara. Il n'y a pas eu ces alliances-là. La scène politique ivoirienne est où? Que ces gens-là dégagent. On n'a plus besoin de ces gens d'individus qui ne pensent que qu'à eux. Qui ne pensent qu'à leur posture, à leur personnage. Mais ils ne pensent pas aux Ivoiriens. Comment on va continuer à faire la politique avec ces trois personnages-là doivent disparaître de la scène politique ivoirienne? Pour qu'au moins la Côte d'Ivoire commence à respirer. Parce que si les trois personnages-là continuent à rester au pouvoir ou bien dans le cercle de décision politique de la Côte d'Ivoire, alors là, la Côte d'Ivoire ne sortira pas de l'auberge. Parce que la vérité, c'est que tous ont fonctionné ensemble, tous ont fait des alliances hier, tous ont désuni leur alliance, ils se sont réunis avec les adversaires se sont réunis avec les adversaires, finalement, tous c'est des boulangers, finalement ils roulent tout le monde dans la farine. Et nous, on ne peut plus continuer à céder à ce chantage-là. On ne pouvait pas imaginer que Blé Gloué pouvait continuer à rester hors du pays. On ne pouvait pas croire que M. Alassane Dramane Ouattara allait continuer à maintenir des gens de la crise post-électorale, malgré la libération à la CPI du président Laurent Gbagbo, n'est-ce pas? Si en 2010, des gens étaient des partisans. Il y a ceux qui étaient des partisans. Et ceux qui sont des militaires. Parce que les gens, il ne faut pas confondre. Les militaires qui défendaient l'État de Côte d'Ivoire, c'est les militaires qui appartiennent à l'État de Côte d'Ivoire et non au camp Laurent Gbagbo. C'est des militaires ivoiriens. Donc la Côte d'Ivoire est en prison. Dans la prison de M. Alassane Dramane Ouattara. Donc M. Alassane Dramane Ouattara a mis la Côte d'Ivoire en prison. Et si les Ivoiriens eux-mêmes ne veulent pas libérer leur pays, qui va les libérer? Général Issa Diawara, finalement on vous retrouve. On a eu des petits soucis voilà, de liaison avec vous. Général Issa Diawara, des observateurs soulignent que le peuple ivoirien est malheureux, abandonné à son propre sort. Quelle lecture en faites-vous, Général Issa Diawara? Madame, la révolution, ce n'est pas un fruit mûr qui tombe de l'arbre. Vous montez, c'est à vous de cueillir le fruit. Le peuple ivoirien, je ne pense pas que c'est un peuple malheureux. Le peuple ivoirien doit simplement s'assumer, c'est de cela qu'il est question. C'est par quoi le contournement, vous savez, il faut que l'Afrique sorte de l'école occidentale. Dire de vous, oui, il faut l'élection, il faut être légitime, il faut être comme ça. Vous savez, nos constitutions là sont taillées, sont des constitutions élaborées par l'Occident, madame, ou des constitutions qui sont validées au niveau de l'Occident. Ce sont des constitutions qui ne font que l'affaire de la France. Vous ne pourrez avoir aucune voix qui puisse permettre au peuple ivoirien d'accéder au pouvoir. Vous avez cette élection qui va se jouer en Côte d'Ivoire en 2025, probablement. Parce que moi, je pense que si Ouattara se voit coincé, il pourra reporter cette élection. Si Ouattara décide de reporter cette élection, est-ce que l'opposition ivoirienne est préparée pour dire non, pour l'empêcher? Est-ce que l'opposition ivoirienne est préparée? Je ne crois pas beaucoup. Madame, je pense que l'élection de 2025 en Côte d'Ivoire, c'est la revanche de l'élection, en tout cas ce qui s'est passé en 2010-2011 du côté de la Côte d'Ivoire. Madame, c'est une élection qui va opposer les panafricains et les valets de la France. Ce n'est pas une élection ivoirienne en tant que telle. Ce sont les Africains de la Côte d'Ivoire qui vont voter. Mais c'est une élection, en tout cas, qui va engager la destinée de l'Afrique comme le combat qui se passe au Mali. C'est une élection. Il y a deux pays qui vont connaître des élections à dimension africaine. C'est la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal, avec M. Sonko opposé à Macky Sall. Et en Côte d'Ivoire, soit
c'est le camp des panafricains porté par le président Gbagbo et son alliance et le président Bédié. Mais moi, ce que j'aimerais dire à l'opposition ivoirienne, et il y a des politiciens ivoiriens ici qui me suivent, avec qui me co-panélistes, Isaac Kofi et autres. Prenez vraiment mes critiques comme, en tout cas, une contribution. L'opposition ivoirienne à présent n'est pas encore réunie, ne s'est pas encore retrouvée. L'opposition ivoirienne ne se limite pas à nos deux papas, Gbagbo et Bédié. Il faut aller au-delà. Vous savez ce qui fatigue la Côte d'Ivoire? C'est surtout cette question de Djoula. Ils savent de quoi je parle, les populations du Nord. Comment gagner cette bataille? M. Gbagbo, il a déjà son électorat. Le président Bédié a déjà son électorat. Les deux peuvent gagner. Mais on a besoin maintenant de notre électorat. Et là où il faut faire du mal à M. Ouattara, c'est de gagner une partie de l'électorat du Nord. En quoi faisant? Allez chercher votre fils Guillaume Soro. Discutez avec lui. Il faut fédérer. Même l'autre, la Blé Goudé, on peut le récupérer. Ce n'est pas un problème. Mais il faut avoir le courage. Des alliances comme ça, au Mali, n'oubliez pas, des gens qui ne se parlaient même pas ont été obligés de se mettre ensemble pour déposer IBK. La France a travaillé à ce que les opposants même soient divisés entre eux, que la réconciliation entre opposants soit quasiment impossible. Montrons à la France que nous sommes forts, que nous sommes intelligents, que nous pouvons nous regrouper, quelle qu'en soit la barrière. Madame, c'est de cela qu'il est question. Il ne faut pas limiter l'opposition au niveau que nous voyons actuellement. Il faut aller au-delà, aller chercher vos fils, rassurer les populations du Nord et Ouattara est fini. C'est de cela qu'il est question. Il faut faire de Ouattara un coup KO et vous pouvez le faire. L'opposition ivoirienne divisée, bon, si c'est une stratégie, je peux comprendre, je lis un peu de la politique ivoirienne, ils peuvent mettre en avant ce qu'on appelle la stratégie de la division, c'est-à-dire quoi? Vouloir faire croire à Ouattara qu'ils sont divisés pour permettre à Ouattara de se livrer à certains. Et au moment opportun, ils vont fédérer, ils vont faire un bloc. Ils peuvent se retrouver au second tour, si Ouattara le permet bien sûr un deuxième tour. Tout comme Ouattara peut voler les résultats même du second tour et ils seront obligés de faire front commun pour maintenant aller vers un contentieux électoral. Il y a tout ce planning, il y a tout ce travail. Je pense qu'il faut vraiment aller au travail, quoi. Il faut que les choses sérieuses soient là. L'opposition ivoirienne doit vraiment gagner les cœurs de tous les autres. Les Ivoiriens qui ne veulent pas de Ouattara, ils sont majoritaires. Comment les mettre ensemble? Tous ces Ivoiriens-là se retrouvent à travers certains leaders. Comment permettre à ces leaders de se retrouver? Le combat qui se joue en Côte d'Ivoire, ce n'est pas que votre combat à vous, Ivoiriens. C'est notre combat, nous tous. C'est le combat de l'Afrique. C'est la destinée d'une bonne partie de l'Afrique. La Côte d'Ivoire, c'est le premier PIB de la zone yémois. Le Sénégal à la deuxième position, le Mali en troisième position. Et en Côte d'Ivoire, là, se joue quelque chose de très sérieux. Parce que si la CEDEAO n'a pas pu mettre en œuvre une monnaie, l'écho, c'est parce que l'Occident, la France, l'Union européenne, s'appuie sur Ouattara pour bloquer cela, qui est la troisième économie de la zone CEDEAO sur les 15 pays. Maintenant, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment un atout. Comment déverrouiller la Côte d'Ivoire, comment déverrouiller le Sénégal? Déjà, je vois Sonko c'est déjà allié avec le président Goïta, qui est très populaire au niveau de l'Afrique. Nous autres, ne dites pas que les Maliens ont soutenu Tanta. Non, moi j'ai tout le temps soutenu le président Gbagbo. Je suis très cohérent. Et aujourd'hui encore, je soutiens l'opposition ivoirienne. Même si vous amenez un diable qui est prêt à faire le combat panafricain, je le soutiens. Si vous amenez un Dieu qui veut être avec la France, j'ai le combat. C'est ça, nous, notre combat. Nous ne sommes pas dans les querelles des personnes. Si Gbagbo devient même demain, nous, on n'est pas avec lui. Si Assimi Goïta flash demain, là, moi, je ne suis pas avec lui. Que les choses soient claires, là. Nous sommes dans un combat d'idées. Il s'agit de l'Afrique. Comment gagner? Comment régner? Comment renverser? Parce que quand l'Afrique va s'émerger, l'Occident va tomber. C'est de cela qu'il est question. Donc, que les Ivoiriens comprennent. Monsieur Isaac Kofi, votre mission, c'est une mission panafricaine. Nous vous mettons en mission. Faites tout pour fédérer toute l'opposition ivoirienne. L'opposition ivoirienne fédérée, travaillez en toute confiance. Je sais, j'ai confiance à votre génie. Vous allez développer des stratégies pour arracher le pouvoir à M. Ouattara.
il ne donnera pas ce pouvoir de sa propre volonté. Je le dis, je vous le rassure, le pouvoir, ça doit être arraché et travaillé dans ce sens. Je vous remercie. Pardon, madame, élément de précision. Le Mali, ce n'est pas 70% des musulmans, mais c'est autour de 94% des musulmans. Merci. C'était les chiffres que j'allais donner. Merci. On va rester avec vous. On va revenir vers vous dans quelques minutes. On va revenir vers vous dans quelques minutes avant la clôture de ce programme. Le temps de prendre professeur Mbelek. On revient sur ce constat qui a été fait par certains observateurs, soulignant que le peuple ivoirien est triste, malheureux, abandonné à son propre sort. Quelle lecture en faites-vous? Bon, vous voulez dire par là que le peuple ivoirien, vous avez dit, hein, ivoirien, abandonné par les leaders que Fanga a cité tout à l'heure. Je reprends les termes de ces observateurs. Le peuple ivoirien, malheureux, triste, abandonné à son propre sort. Mais le peuple est souverain, non? La voix, Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple, la voix de Dieu. Donc, il ne saurait être abandonné. Les gens qui gèrent les nations, hein, sortent de ces nations. Ok? Je répète, c'est-à-dire que les gens, par exemple pour le cas de la Côte d'Ivoire, les gens qui gèrent la Côte d'Ivoire sortent de la Côte d'Ivoire. Que ce soit de naissance ou d'adoption, ou peu importe, ce sont des gens de la Côte d'Ivoire. Les gens qui gèrent, par exemple, l'État français, sont des gens qui sont de la France. Donc, ils ne sont pas différents, que ce soit par les mœurs ou autres. Donc, que le peuple ivoirien... Non, le peuple est fort, c'est lui qui a la force. Justement, je crois que vous me donnez l'occasion de réagir sur ce que j'ai entendu qui revenait souvent comme un serpent de mer, à savoir que les Ivoiriens sont pour la paix et qu'ils ne sont pas violents. Et donc, si Ouattara met la violence, il va encore gagner. Bon, ok, il va faire quoi d'autre? Puisque Ouattara ne sait faire que ça. Je crois que Fanga a dit ça tout à l'heure. Et puis l'espérance a prouvé. Donc, eux sont condamnés à ne jamais s'assumer, quoi. Dans ce sens-là, il sera abandonné. Non. Les leaders sortent du peuple. Donc, pour que la Côte d'Ivoire soit abandonnée par ses dirigeants, enfin, les leaders ou ses dirigeants ou autres, ça veut dire qu'il n'y a personne de valable en Côte d'Ivoire. Non. S'il y a, mettons, j'arrondis à 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, dans les 30 millions d'habitants, au niveau des adultes, il y a une partie qui peut quand même orienter les autres. Sinon, ce n'est plus un peuple. Un peuple se donne ses dirigeants. Par contre, on peut confisquer la liberté d'un peuple pendant un certain temps. Pas tout le temps, pendant un certain temps. Ça, c'est possible. C'est ce que fait Ouattara. Mais chaque chose a une fin. Surtout quand c'est humain. Entre humains, chaque chose a une fin. Donc, M. Ouattara occupe le pouvoir ivoirien et ferme la porte à tout le monde, y compris à ses anciens alliés. Je pense à Guillaume Soro. Ferme la porte. Alors, maintenant, lui, il est âgé. Il ferme aussi la porte aux jeunes. Il s'agit de Soro, ça s'agit aussi de Blé Goudé. Porte fermée. Bon. J'ai compris que Fangaï parlait du fait qu'en fait, je pense qu'il voulait dire qu'il faut laisser la place aux jeunes. Mais pour laisser la place aux jeunes, il faut, comment dire, les laisser compétir. Il faut laisser s'exprimer. Il faut les laisser la possibilité aussi de dénoncer leurs idées, d'essayer de les mettre en œuvre. Mais ce n'est pas le cas. Donc, moi, je pense que la Côte d'Ivoire fait partie de l'Afrique. Et nous sommes des panafricains. Donc, même si c'était le cas, Céleste, c'est que vraiment, ils étaient abandonnés. Ils ne sont pas abandonnés de l'Afrique parce que nous, on est des panafricains. Les émissions que nous faisons même ici montrent que nous avons toute la sollicitude vis-à-vis des Ivoiriens. Et d'ailleurs, je pense que la Côte d'Ivoire, c'est un des États dont on a le plus parlé sur la chaîne Afrique Média ces dernières années. Okay? On était là nuit et jour, pas moi personnellement, enfin, même devant mon petit écran. Mais je parle de tous les camarades compagnonnistes qui soient sur le plateau, sur Zoom. On défendait la liberté en Côte d'Ivoire. Donc, comment ça se fait que Ouattara est encore là? Est-ce qu'un individu peut vaincre toute une nation? En fait, le problème, c'est Ouattara. Puisque en 2025, on aimerait qu'il ne soit plus là. Il ne devait même pas être là, déjà en 2020. Puisqu'il n'avait pas droit à un troisième mandat. Il a usurpé, il a marché sur des cadavres,
Il y en a même Toussaint, là. Kofi Toussaint, on a même tapé sur sa tête après l'avoir tranché, comme dans un ballon de football. Donc, la question c'est, comment se débarrasser de M. Ouattara? Eh bien, il y a, number one, le courage. Arrêtez de faire les poltrons, les lâches. Il faut arrêter. Un Africain n'est pas un lâche, n'est pas un poltron. Je répète, si l'Africain était lâche et poltron, il n'y aurait pas d'humanité hors d'Afrique. Parce que aller à l'aventure, quand vous êtes né en Afrique, aller à l'aventure du reste du monde, il y a des bêtes sauvages même qui peuvent vous attendre là-bas, vous ne savez pas ce qui vous attend. Donc, il faut être courageux pour aller à l'aventure. Surtout, faisons pas d'anachronisme. C'est pas d'aujourd'hui. Il y a 100 000 ans, il y a 200 000 ans. Voilà. Bon, alors, donc, nous ne sommes pas des lâches. Première chose, c'est prendre son courage à deux mains et affronter le monstre. Moi, je veux dire que si c'est nécessaire, le lion arrive, on l'affronte. Parce qu'on est mentalement préparé. Il faut commencer à se préparer psychologiquement, à se débarrasser de Ouattara. Et les exemples ne manquent pas. Le Mali à côté, il donne d'exemples. S'il faut, ils n'ont qu'à faire... madame, elle s'appelle... on a parlé d'elle tout à l'heure. Balé, elle a fait voyage pour le Mali. Voilà. Elle va là-bas, elle prend conseil, elle échange avec les autres. Ok. Faut que le Mali devienne même un lieu où on va explorer et regarder que les sciences maliennes telles qu'elles s'exercent. Donc, ils ont bien fait partie Ibeka. Mais on peut faire partie Ouattara également. Parce que les Africains sont les mêmes. Un Ivoirien vaut bien un Malien vaut bien un Ivoirien. Voilà. Cette opposition Mali et Côte d'Ivoire, moi, personnellement, si vous me permettez, moi, je me souviens même, j'étais encore en France. J'ai dit aux frères ivoiriens, ça n'a pas de sens même de dire que Ouattara n'est pas ivoirien. Parce que si Ouattara n'est pas ivoirien, ok, ça veut dire que, puisque la double nationalité est même permise dans ces pays-là, hein, c'est pas comme au Cameroun, hein, dans l'Afrique de l'Ouest, c'est même la triple nationalité pour certains. Si Ouattara n'est pas ivoirien, un Français, lui, il est ivoirien. Parce qu'on peut devenir ivoirien par mariage. Donc un Français, ancien colonisateur d'ailleurs, lui, il va être ivoirien, quoi. Tout Africain est ce qu'il veut où il veut, même sans papier. Parce que nous, on est des panafricains. C'est comme ça qu'on le pense dans nos têtes. Même s'il n'a pas les papiers, il vient ici, là, par exemple ici au Cameroun. Tout Africain est bienvenu, il est camerounais. Si on lui fait des tracasseries administratives, il est capable de les dénoncer en faisant appel aux gens de son voisinage. Et je n'ai pas encore connu ça personnellement ici. Voilà. Et nous avons ici à Douala, pour parler de Douala, quartier Congo, Madagascar, Dakar, même plus encore, Congo, etc. Tout ça. Koumassi même. Koumassi c'est au Ghana. Hein. Mais on a le quartier Koumassi, ici à Douala. Donc tout ça montre, j'ai même appris que même en Guinée, ils ont le quartier, un quartier qui s'appelle Cameroun. Donc, le panafricanisme est en marche et il doit triompher. Et c'est pas la peine de perdre du temps. Et ils ne triompheront pas. Quelqu'un a dit que ça ne tombe, je crois que c'est Issa Diawara, ça ne tombe pas du ciel. Ça se triomphera par nos mains, par le combat, par la lutte. Les Vietnamiens ne sont pas devenus libres du jour au lendemain comme ça, parce que le bon Dieu a eu pitié d'eux. Non. Il y a les Algériens qui sont des Africains comme nous. C'est la même chose. Il faut donc être prêt à affronter la bête Ouattara. Il faut donc être prêt à dépasser mentalement certaines situations. Si les gens d'un certain âge ne peuvent plus agir, les jeunes doivent agir. Si les gens d'un certain âge ne peuvent pas s'entendre, parce qu'il leur manque des idées, il leur manque comment dire, oui, je cherchais un autre mot, un peu de, c'est pas le courage, c'est de l'audace, ok? Les jeunes pour avoir cette audace. Donc, il faut que, et puis l'organisation, et les mathématiques alors. Céleste, et les mathématiques, ça compte les mathématiques. C'est-à-dire que, regardez la solution, c'est qu'elle analyse, prenez la peine d'analyser, ça demande du temps, prenez la peine d'analyser, et trouver une solution mathématique imparable, qui fait que, quel que soit alpha, Ouattara ne passe plus, quel que soit alpha, il y aura quand même une entente entre Ivoiriens qui veulent que ça avance. La première chose, c'est bien de définir les choses, clarifier les situations. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous voulez compter avec l'ivoirité? Nous, on veut le panafricanisme. Vous voulez entrer dedans? Tu ne peux pas être panafricain et en même temps parler d'ivoirité, c'est un non-sens. Il faut donc dépasser ce problème-là. Vous parlez de réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation avec des ennemis du peuple. Parce que la première réconciliation, dans le cas de Ouattara, c'est de laisser entrer ceux qui veulent représenter en Côte d'Ivoire, libérer tous les prisonniers politiques. La première réconciliation, c'est quoi? C'est tout simplement arrêter, à chaque fois que quelqu'un veut exprimer une opinion inverse, de le mettre en prison, et arrêter aussi de créer des oppositions entre Africains. En d'autres termes, le Mali prend une option, la Côte d'Ivoire, qui elle est du côté de l'OTAN, envoie des militaires, je ne reviens pas sur l'opposition, mais c'est
Et ça s'étudie mathématiquement. Vous étudiez ça mathématiquement, vous voulez arriver à un résultat, et vous faites tout de façon volontariste pour y arriver, avec le courage qu'il faut. Monsieur Isaac Kofi, en quelques mots s'il vous plaît, l'opposition peut-elle changer la donne pour l'échéance 2025? En quelques mots, nous sommes en train de clôturer le programme. La balle est dans le camp de l'opposition. Bon, le frère tout à l'heure parlait des personnes du Nord, c'est vrai, et c'est eux qui ont soutenu M. Alassane Ouattara, mais ils sont aujourd'hui les plus impactés lorsque vous voyez le commerce, vous voyez les gens qui dorment dans les cimetières et tout, ce sont des gens qui viennent généralement d'ailleurs, mais aujourd'hui on a un autre problème, c'est la communauté. Bon, là, comme on n'aura pas le temps, peut-être qu'un autre jour j'en parlerai, on a des personnes de la CEDEAO qui soutiennent M. Ouattara. Dès lors qu'on peut aller vers ces personnes-là, les convaincre que si il y a un changement de régime, ils n'ont rien à craindre, je crois que cela va apaiser et tous les Ivoiriens, en un sens, seront contre M. Ouattara. Et bon, il faut de l'audace et il y a des personnes sur le terrain comme Mme Balé, comme bien d'autres, qui ont essayé de prendre leur bâton de pèlerin pour que les choses changent. Et j'ai grandement foi en que cela va être possible. Mais bon, il faut encore laisser le temps. 2025, c'est encore loin. Monsieur Tapé Groubera, la question également adressée à vous. L'opposition aura-t-elle une chance de changer la donne, de faire bouger les lits? Monsieur Tapé Groubera, en quelques secondes, s'il vous plaît. Oui. Donc, je disais que la libération de la Côte d'Ivoire viendra rapidement des Ivoiriens eux-mêmes dans l'organisation qu'ils feront. L'opposition joue certes son rôle, mais je ne pense pas, avec tout ce que nous avons vu depuis 2011, de l'arrivée de M. Ouattara au pouvoir, et l'exemple de 2020 est là, il est récent, qui montre que M. Ouattara aime la violence. Il n'y a que le peuple souverain qui véritablement décidera, bien organisé, de pouvoir dire à M. Ouattara, comme on a dit à M. Blaise Compaoré, trop c'est trop. Sinon, l'opposition, si elle reste dans la posture dans laquelle elle est toujours, de pouvoir se conformer aux lois, alors qu'en face, nous avons quelqu'un qui ne respecte rien, on va encore faire 10 ans, 20 ans, 30 ans dans cette situation. Monsieur Issa Diawara, l'opposition pour l'échéance 2025, notamment la présidentielle, est-ce que l'opposition aura une chance de gagner, si on peut le dire de façon triviale? 2025, l'opposition a deux chances de gagner. Première chance, d'abord, c'est dans les urnes. Et si Ouattara triche dans les urnes, ça va trouver que la campagne présidentielle a mobilisé déjà du monde derrière chaque leader. Donc, ça va dépendre des leaders. Ils acceptent tout simplement. Et là, ils auront la deuxième chance. Il s'agit carrément de faire respecter les résultats des urnes. C'est-à-dire quoi? C'est un soulèvement populaire. Donc, l'opposition a deux chances pour pouvoir gagner, pour faire partie de M. Ouattara. Dans les urnes, tout complément, et ça peut aussi se gagner au niveau de la rue, il faut arracher le pouvoir, c'est tout. C'est à vous. Un homme violent comme Ouattara, vous allez le gagner aux urnes comment? Il n'a jamais gagné aux urnes. Donc vous ne vous attendez pas à un résultat des urnes. La seule chose, et d'ailleurs, il y aura pas d'élection en 2025, c'est loin, il y aura un nouveau gouvernement, il y aura un nouvel État en Côte d'Ivoire avant 2025. Tout ce que vous voyez là, ce n'est que les derniers soubresauts d'un poulet qu'on a coupé la tête. Ce n'est qu'une petite agitation. Donc la Côte d'Ivoire doit s'apprêter qu'ils auront un nouveau gouvernement, un nouveau président avant 2025. Et la seule chose qu'ils doivent faire attention, c'est que on ne reproduise pas la même bêtise de 2010. Qu'on permette à la France d'imposer son nom à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous interpellons le peuple ivoirien de prendre leur destin en main. Ça vous regarde si vous laissez encore Ouattara gouverner. Professeur Mbelek. Tout montre que M. Ouattara ne devrait même pas avoir la possibilité de finir son mandat. Parce que ce qui se passe avec le Mali, là, ce sont les prémices de sa propre chute. Il va se révéler. On a des éléments, des preuves. Hein. Dans Mali, il y a des preuves. Hein. On en aura encore plus. Que Ouattara y est pour quelque chose. Et il sera mis à nu que c'est un vrai agent de l'impérialisme occidental de l'OTAN.
Donc, ce que nous demandons, moi je vais être très bref là, ce que nous demandons aux frères ivoiriens et aux sœurs ivoiriennes, parce qu'il y a par exemple Madame Balé, hein, c'est une sœur, elle se bat, elle a le courage de se battre, c'est justement d'accentuer cette lutte-là. Comme juste là, c'est pas les élections, c'est truqué, c'est triché, on a vu, on tue, il y a les microbes, tout ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On a même vu des alliances qui se sont défaites. On croit qu'il y a une alliance, hein, en 2020. Finalement, elle se défait, elle se détricote. On a connu ça ici. Donc, la meilleure chose, c'est d'être prêt à l'affrontement. C'est ça. Mais on ne va pas éviter ça. Hein. Maintenant, l'Afrique doit lutter. Oui, il faut donner de son corps, lutter. On ne veut plus l'esclavage. Donc, M. Ouattara est un esclavagiste qui travaille pour les esclavagistes. Ou alors, bon, moi je ne peux même pas dire que c'est un nègre de champ, de maison. Je ne peux même pas dire ça. Parce que dans le nègre de maison, il y a nègre. Pour moi, ce n'est même pas un nègre. Il n'est pas de souci. Donc, on ne veut plus l'esclavage. Donc, il faut que les joueurs soient prêts à l'affrontement. Mais pas nordistes contre sudistes, ivoiriens contre pas... Non, on est des Africains, des panafricains, point. On veut la liberté du continent africain. Et Ouattara n'est pas un Africain. Et pas seulement Ouattara, tous ceux qui sont avec tous ces endocolons là. Donc, il faut l'intelligence. Et l'intelligence est boostée par les mathématiques, comprises par les Africains. C'est un plan imparable. Prenez le temps. Et c'est les mathématiques qui permettent de dépasser même ses passions. Par exemple, moi j'aime aller par là-bas, mais les mathématiques ne vont pas. Parce que si tu vas là-bas, la suite va te faire échouer. Donc, il faut qu'ils dépassent leur propre ego, leur passion. Parce que la cause à défendre là est prioritaire. Et ils ont trop enduré. Donc maintenant, il faut qu'ils mettent le maximum de force. Rouger, voilà, mais pour gagner. Voilà. Et c'est une question de mathématiques et d'intelligence, avant tout. Merci, monsieur. Et excusez-moi aussi, un autre mot. Allez-y. J'ai déjà dit, mais je redis. Le courage. Merci, professeur Mbélec, pour votre... C'est une édition de mérite des premières dames. Je voulais saluer ma première dame, Madame Fanga, qui nous suit. Également, nous adressons la première dame de quelqu'un. Bien sûr, en même temps, hein, la bonne charité commence par soi-même. Voilà. Bonsoir particulier à Madame Fanga. Monsieur Fanga a tenu à revenir là-dessus. Professeur Mbélec, vous êtes astrophysicien panafricaniste. Merci pour votre disponibilité. Merci pour l'invitation, Céleste. Et ça sera toujours un grand plaisir de participer à un niveau modeste, bien sûr, hein, à cette libération totale du continent africain, même par le verbe. C'est déjà un début. Général Issa Diawara, merci d'être toujours présent lorsque la télévision panafricaine vous contacte. Merci, Monsieur Issa Diawara, pour votre participation dans le cadre de ce programme Mérite panafricain des Premières Dames. Vous êtes analyste politique, mais également panafricaniste. Monsieur Issa Kofi, analyste politique, merci une fois de plus d'être là. Alors, merci également, Monsieur Issa Kofi, qui est analyste politique. Merci pour vos différentes analyses ou alors interventions dans le cadre de ce programme. Monsieur Tapré Groubera, vous êtes enseignant-chercheur. Merci une fois de plus pour votre disponibilité. Monsieur André Christelle Fanga, analyste politique, directeur de publication de la Dépêche de Midi. Merci une fois de plus. Oui, merci de m'avoir invité. Et c'est ici que nous mettons un point final à ce programme, chers téléspectateurs. Merci infiniment pour votre extrême fidélité.